Mon cher Galiléo, quel plaisir de t'accueillir. Il y a bien trop longtemps que nous nous sommes vus. Tu as raison, mon cher Paolo. Depuis l'été dernier, bientôt un an. Pendant tous ces mois, j'ai été débordé comme cela ne m'était jamais arrivé. Je te remercie d'autant plus de ton invitation. Excuse-moi pour cette heure aussi tardive, mais j'ai été pris à l'université à Padoue, après mon cours, par une réunion qui n'en finissait pas. Je n'ai même pas pu prendre un petit encart. Dieu merci, j'ai prévu que la bonne chère ne soit pas négligée pendant notre discussion. Ton heure d'arrivée est parfaite, nous ne serons pas incommodés par la chaleur. Comment va ta santé? Elle n'est pas très bonne, contrairement à l'impression que je donne extérieurement. J'ai été atteint au cours d'une excursion avec deux amis, il y a environ 3 ans, d'une maladie mystérieuse qui ne me lâche plus. Mon corps me fait beaucoup souffrir, surtout du dos. Je dors très mal et me lève fatigué le matin. J'ai des embarras intestinaux. De plus, ma vue commence à baisser. Et toi? Je vais assez bien, à ceci près que mes blessures, que j'ai reçues lors de la tentative d'assassinat que j'ai subie, me handicapent douloureusement. Après 3 ans, elles sont toujours là. Malgré tout, je ne dois pas me plaindre, j'aurais pu en mourir. Mais nous ne sommes pas là pour geindre. Quelle bonne idée d'avoir choisi ce lieu de rencontre, le Ridotto Morosini. Nous y avons connu il y a un quart de siècle des soirées inoubliables, avec tous les amis de Andrea et de toi, et tous les voyageurs célèbres de passage qui se joignaient à nous pour refaire le monde, le réformer, le rajeunir. C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je t'avais invité pour que tu nous exposes tes découvertes en mécanique. Tes travaux, à l'époque, portaient sur la statique et sur les mouvements des corps terrestres. Et tu t'annonçais déjà un révolutionnaire de la science. Je m'en souviens très bien. Je tremblais d'anxiété devant une assemblée peu nombreuse, certes, mais de quelle qualité. Tu n'as pas tremblé longtemps, et ce que tu nous as montré était passionnant, et encore plus peut-être tes propos sur la Scientia Nova. L'expérimentation envahissait la philosophie et la science et nous donnait de nouvelles clés de la connaissance de la nature et de l'homme. Et puis c'est là aussi que nous avons accueilli un jour Giordano Bruno. Il nous avait initiés à la mnémotechnique et avait poursuivi en nous parlant de l'univers, fait selon lui d'une infinité de systèmes solaires. Depuis qu'il est mort sur le bûcher, il y a 10 ans, il habite continuellement mes pensées. Moi aussi. Malgré tout, quel beau souvenir. Mais je me dois de t'expliquer tout de suite pourquoi j'ai voulu te voir aujourd'hui. Tu te souviens bien sûr de Leonardo Donna, qui venait régulièrement au Ridotto et qui est depuis 4 ans notre doge. Ayant appris, je ne sais de qui, que tu envisageais de nous quitter pour Florence, il m'a convoqué pour me dire dans quel désespoir il était à l'idée que toi, le savant le plus connu de ce début de XVIIe siècle, tu sois sur le point de nous quitter. Tu abandonnerais donc ton poste de professeur à vie à notre université de Padoue pour rejoindre Florence et son grand-duc, le jeune Cosme II? Désespoir, ne dramatisons pas, personne n'est irremplaçable. Tu es irremplaçable parce que notre République de Venise a toujours voulu être le pays de la liberté de pensée et de la passion de la connaissance, face à un Vatican emprisonnant la pensée et mettant la connaissance sous tutelle religieuse. Et tu es, notre champion de la défense de tout cela. Ton départ serait une blessure profonde infligée à notre République et à sa tradition humaniste. Sans parler de la déception de Leonardo Donna, qui est dans une relation très belliqueuse avec le pape et considérerait que tu te ranges de son côté. Je ne me range auprès de personne si ce n'est l'archiduc de Toscane. Je ne suis qu'à moitié convaincu. Le doge m'a fait l'honneur de son amitié et de sa confiance totale depuis que j'ai été son conseiller dans l'affrontement entre notre République et le Vatican il y a peu de temps. Nous avons en effet résisté victorieusement à la tutelle que le pape voulait nous imposer. Mais nous ne sommes pas passés loin d'une guerre avec l'Espagne, allié inconditionnel du Vatican. Heureusement, nos amis européens, et spécialement la France, se sont interposés. Quelle tutelle exactement le pape voulait-il vous imposer?
Il voulait tout simplement que nous renoncions aux droits du doge dans plusieurs domaines, la fondation d'hôpitaux religieux, de monastères et d'églises, l'aliénation de biens possédés par nos citoyens, les compétences des tribunaux ecclésiastiques. Nous avons refusé toute intervention du Vatican sur ces domaines. Celui-ci estima que c'était là un casus belli, le pape nous livrant une guerre d'abrogation, d'interdits et de menaces d'excommunication auxquelles nous répondîmes pied à pied. J'avais jubilé lorsque votre doge avait clamé « Au-dessus du doge, il n'y a que Dieu ». Et puis j'ai eu très peur pour toi lorsque tu as failli mourir de cette tentative d'assassinat dont tout le monde a compris qu'elle avait été commanditée par le Vatican. Chaque fois que je passe au pont Santa Fosca où tu as été agressé, je pense à toi. Sais-tu pourquoi j'en ai réchappé ? Non, Parce que l'on m'avait recommandé de ne sortir qu'avec un gilet métallique de protection. la situation était donc très tendue avec le Vatican. Très tendue. Et elle se répercutait sur notre situation politique interne, car nous étions très divisés sur le sujet. Un peu plus tard, 2 moines de mon ordre ont d'ailleurs fomenté un nouvel attentat contre moi. Dieu merci, le projet a été découvert à temps. Mais alors je pars avec un héros national. Il n'y a pas de doute. Depuis cette affaire et son issue heureuse, la République de Venise se considère comme le pays de la résistance au Vatican. Elle ne peut donc imaginer être trahie par toi, réputé un farouche combattant contre la tyrannie de Rome. Bref, Leonardo Donna m'a demandé de tout mettre en œuvre pour que tu renonces à ce départ pour Florence, et il m'a donné carte blanche pour te faire une proposition de grande ambition que je vais t'exposer et qui est réellement somptueuse. Mais attention, Galiléo, ce que je vais te dire est hautement confidentiel. Seul le doge et moi en sommes au courant. Ne t'inquiète pas, je serai muet comme une tombe. Alors, quelle est cette proposition mirobolante? Il ne s'agirait donc pas seulement de me retenir à votre université de Padoue, avec une nouvelle, mais à coup sûr petite, augmentation de mon salaire. Certainement pas. Pour te garder, il serait irréaliste de s'en tenir à une hausse de ton salaire de professeur, dont je sais qu'il ne te satisfait toujours pas, bien qu'il ait été doublé après la première présentation de ta lunette l'année dernière. Doublé, certes, mais la lettre qui m'annonçait cette bonne nouvelle stipulait aussi que mon salaire ne serait ensuite en aucun cas accru. Tout cela sera revu, du fait de l'importance de la tâche qui te serait confiée. Le premier pilier de notre projet concernerait l'observation astronomique dans la ligne de celle de ta lunette très récente qui t'a permis des découvertes remarquables. Tu vas le voir, c'est un projet magnifique. Mais j'aimerais d'abord que tu me parles de tes exploits de ces 6 derniers mois, bien que je les connaisse en grande partie. Le livre qui a fait connaître ta recherche, ton Sidereus Nuncius, est un succès de librairie sans précédent. Tous les exemplaires vendus en quelques semaines. Oui, mais il me vaut tout autant des attaques très violentes. C'est une autre preuve de ton succès, mon cher Galiléo. Mais comment vois-tu la suite de tes observations ? Mettons d'abord au point certaines controverses sur ma lunette. Comme chacun sait, elle s'est inspirée d'une lunette hollandaise qui est apparue sur les marchés il y a un peu plus d'1 an. Admirable découverte d'opticiens hollandais, certes, mais sorte de jouet pour enfants ou simples curieux, ayant une puissance très faible, un grossissement de 4 ou 5. Je m'en suis emparé, comme tu le sais bien, puisque tu m'as prodigué tes conseils techniques à l'époque. Et c'est bien grâce à cela que j'ai pu produire cette lunette de grossissement 9 que j'ai présentée au sénateur de la République le 21 août l'année dernière au sommet du campanile de la place Saint-Marc. Ce fut un succès au point que l'on me conféra le titre de professeur à vie à Padoue, tout en me doublant mon salaire. Je me souviens fort bien de tout cela. Ce fut en fait le véritable lancement de ton grand projet astronomique dont nous allons évidemment parler. Un lancement, peut-être, mais je ne savais pas ce qui m'attendait, pour le meilleur et pour le pire. J'eus très vite l'intuition que cette lunette méritait infiniment plus que l'observation de l'île de Murano depuis le campanile. C'était vers le ciel que je devais l'utiliser,
à condition de lui faire atteindre un grossissement bien plus important. Il fallait que je dispose de lentilles de haute qualité et que j'en fasse un montage optiquement performant, mais également physiquement solide. Pour ce qui concerne les lentilles, j'ai pu me les procurer et je les ai polies de mon mieux avant de les installer dans un tube avec autant de soin que je pouvais. Hélas, le résultat fut à la fois positif et décevant. Certes, je parvins à de bons résultats quant au grossissement, mais la qualité des images était médiocre, et le tube était trop fragile, qu'il fût en carton rigide ou en laiton. Inventer est très bien. Passer au stade de la fabrication est une autre affaire. C'est vrai. Toutefois, dès le mois d'octobre, j'avais réussi à produire une première lunette avec un grossissement de 20. Et j'avais pu en faire à Florence une démonstration très satisfaisante. À Florence? Pourquoi pas à Venise de nouveau? J'allais souvent à Florence au sortir de l'été, en octobre, avant le début de l'année universitaire à Padoue. J'en ai profité. Il faudrait que nous en reparlions. Laisse-moi poursuivre. Je n'étais pas satisfait par ce grossissement de 20. Je voulais atteindre 30. Et de nouveau, je me remis au travail pour améliorer ma lunette le jour, tout en commençant mes observations la nuit. Et bien sûr, tout en respectant mes engagements d'enseignement à l'université de Padoue. J'utilisais le meilleur exemplaire que je pus produire pour mener mes recherches, un parmi une poignée qui était de qualité satisfaisante, que je réservais à ceux que je devais absolument servir au moment où je publierais mes découvertes. Au début de l'année actuelle, j'étais épuisé, mais le résultat était magnifique. J'accumulais mes observations dans une période miraculeusement faste, des nuits très souvent claires. Dès la fin du mois de janvier, je détenais pour l'essentiel la matière, si l'on peut dire, de mon livre. Belisario Vinta, le premier ministre de Cosme II, m'avait soutenu avec constance. Je décidai d'honorer l'archiduc en lui dédiant ce livre. Et en qualifiant de médicéens les petits astres que tu avais découverts tournant autour de Jupiter. Je devais bien cela à ceux qui avaient encouragé mes recherches, c'est-à-dire aux Médicis. Et surtout à ceux dont tu espérais déjà qu'ils te donnent à Florence une position prestigieuse. Effectivement, tu connais la suite, la sortie de mon livre, le Sidereus Nuncius, dès le début du mois de mars. Et tu as eu le culot de confier ton travail à un éditeur vénitien? J'habitais Padoue, j'enseignais à Padoue, je n'avais pas le choix. Ainsi te révélais-tu certes un philosophe scientifique exceptionnel, mais aussi un écrivain sans scrupules. Je te le répète, je n'avais pas le choix. Mais rassure-toi, je l'ai payé, avec un premier accueil désastreux de tous côtés. Soit parce que ma lunette, que je voulais joindre autant que possible à chaque livre, s'avérait d'une qualité plus qu'incertaine, soit parce que les scientifiques qui se qualifient de sommité dénonçaient une recherche qui, selon eux, était strictement empirique. Kepler notamment, qui ne manqua pas de me critiquer sournoisement. Tu le méritais bien, car tu ne lui avais même pas envoyé un exemplaire de ta lunette. Quelle maladresse et quel manque d'égard. C'est vrai, mais en fait, Kepler me faisait peur. Il est si différent de moi. C'est un génie, certes, mais aussi un mathématicien rigide, un moralisateur luthérien, un intellectuel aride. C'est typiquement un germain. Et de plus, il m'est supérieur, je te le dis à toi, en matière d'optique et d'astronomie. Je craignais réellement sa réaction. Tu n'aimes pas les Germains, et tu ne respectes pas les Vénitiens. Tu devrais bien t'entendre avec des Toscans, et peut-être même des Romains. Mais si incroyable que ce soit, je t'aime. Ton fond est bon, et tes talents sont immenses. Et pour revenir au sujet de notre rencontre, je peux témoigner que l'on voit très bien la Lune avec ta lunette et que tes découvertes renversent des idées totalement dépassées. Comment diable pourrais-tu témoigner ? Et voilà, j'ai ma lunette, je veux dire ta lunette. Quelle belle surprise ! Je ne t'en ai pas encore envoyé, car tu n'étais pas dans mes priorités, mais je l'aurai fait très prochainement, crois-moi. Où l'as-tu trouvée ? Ou volée ?
Je ne l'ai ni trouvé ni volé. Je l'ai empruntée pour 2 ou 3 jours. Et à qui appartient-elle? Ça, c'est mon secret. Je ne peux pas révéler le nom du prêteur, mais tu sais fort bien que j'ai des relations à très haut niveau dans toute l'Europe. Je n'ai aucun mal à deviner. C'est le pape. Alors tu as vu la lune. Bravo. Avec un grossissement de 30, tu as dû y arriver sans assistance. Je suis tellement heureux et fier que nous nous retrouvions autour d'elle. Oublie, je te prie, mes excès dont je suis hélas coutumier.